Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous sommes lundi, un lundi très occupé à Montréal, entre autres dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est le démantèlement de campements d'itinérants qui sont là depuis plusieurs mois. Il y avait une tentative, il y a eu toujours, en fait depuis, je dis plusieurs mois, mais je peux vous dire maintenant que ces campements-là, depuis les 2 dernières années, on les démantèle. Pas avec des policiers. Les itinérants reviennent s'y installer peu à peu. On les redémantèle à nouveau avec des policiers, des pompiers parfois même pour des questions de sécurité, dit-on, puis c'est très vrai. En même temps, il faut se rappeler que ces gens-là, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre voisin, un proche, sont des gens qui ont déjà été entre guillemets, dans la vie productif, ils ont déjà eu une valeur, comme les valeurs qu'on attache aux gens qui travaillent, qui rapportent à la société. Mais quand tu rapportes plus, quand tu travailles plus, quand tu tombes malade, quand tu as toutes sortes d'enjeux personnels qui t'amènent à tout perdre, bref, quand tu te ramasses à la rue et que tu es obligé de vivre dans une tente, pouvez-vous imaginer ça 5 minutes? On peut pas s'imaginer quand on l'a pas vécu. Je me suis fait un peu la voix des itinérants à Montréal, entre autres personnes, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui témoignent de ce que ça veut dire vivre dans la rue. Et c'est une situation inconfortable au possible. Il n'y a pas pire endroit que vivre dans la rue. Et à l'approche de l'hiver, démanteler ce genre de campement, ouais, mais pour aller où? Où vont-ils aller ces dizaines, ces centaines de personnes? Surtout qu'il y a comme une espèce d'effet ridicule ici. On démantèle un campement, on dit aux gens, allez de l'autre bord de la rue parce que le terrain où il y a démantèlement appartient à la ville. On les envoie sur le terrain qui appartient à Transport Québec parce que là, il y a un peu plus grande tolérance de ce côté-là. Voyez-vous l'espèce de ridicule de la situation? Ça règle rien, là. Ça fait juste coûter des ressources ce matin. Il y a des manifestants, en tout cas, qui manifestent. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a eu aussi, la semaine dernière, des États généraux. Ça a eu lieu à Québec. Et ces États généraux avaient pour but de réfléchir un peu. Il y en a tous les 5 ans. Et là, c'était les 4e. La dernière fois, c'était ça aurait dû être à la pandémie ou en 2020, mais il y a eu cette fameuse pandémie qui nous a un peu retardés, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui ont réfléchi pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec l'itinérance. Qu'est-ce qu'on fait? Que veulent les villes? Que peut-on faire aussi? Et quelqu'un qui a vraiment... enfin, j'ai bien aimé son discours, c'est Bruno Marchand, le maire de la ville de Québec, qui en a appelé même au premier ministre François Legault pour aider, pour mettre l'itinérance comme priorité. Bonjour, Bruno Marchand. Bonjour, Mme Maréchal. Merci de prendre le temps d'être avec nous. La Ville de Québec, vous avez décidé de porter un peu cette cause-là à l'avant de l'actualité parce que pour vous, ça devrait être la priorité numéro 1 du gouvernement. Expliquez-moi votre position, Bruno Marchand. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement du Québec? Bien, d'abord, vous avez magnifiquement bien illustré toute la tension humaine derrière l'itinérance. Je rajouterais le fait que contrairement à ce qu'on pense, les itinérants sont aussi victimes de violences, sont aussi victimes de vols, sont aussi victimes de gangs criminalisés qui leur font faire des basses œuvres, notamment lorsqu'on les retrouve dans une concentration comme un campement. Ça fait en sorte que il y a une tension humaine, d'abord à voir la personne itinérante, à penser à sa famille, mais aussi aux gens autour. Alors, il y a une crise, il y a véritablement une crise qui est en augmentation depuis plusieurs années, notamment provoquée par tout ce qui suit la pandémie. Et il y a aussi une crise derrière ça, une crise de finances publiques, et ça, on oublie de le dire, c'est que de faire en sorte de se dire, ben, c'est une fatalité, on n'y changera rien, c'est la vie économique telle qu'elle est, puis il y aura toujours des itinérants, ben, c'est un discours qui, selon moi, est passéiste, mais c'est un discours qui est dangereux, parce que ça veut dire qu'on tolère quelque chose où, ben, il y a une souffrance humaine, puis c'est pas grave, puis c'est ainsi, puis la personne, comme si l'itinérant l'avait voulu. Or, ce qu'on sait, c'est que c'est pas le cas. Et on sait aussi qu'une personne itinérante à la rue va avoir des effets économiques pour l'ensemble de la société. On parle de 75 000, approximativement 75 000 $ par personne itinérante. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de ressources à mettre autour pour faire en sorte de la protéger, de prendre soin. Il y a un paquet d'effets délétères en santé. Vous l'avez dit, là, vivre dans la rue, c'est délétère sur sa santé physique, sur sa santé mentale. Pour arriver à vivre là-dedans, souvent, il va y avoir des
des problèmes sociaux concomitants qui vont empirer la situation. Donc, c'est du monde qu'on prend pas soin et qui se retrouve dans une cascade super délétère, négative, qui va faire en sorte d'impacter, d'avoir beaucoup d'effets sur leur vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde les rares pays dans le monde qui ont réussi, et il y en a, ça a toujours commencé par un engagement politique de haut niveau. Arrêtez d'en faire un engagement politique qui varie au gré des élections, mais un engagement politique, et c'est pour ça qu'on a interpellé M. Legault, le premier ministre. On a besoin de vous, M. Legault, pour dire c'est une priorité. On ne laissera pas notre monde tomber. On va faire en sorte de mettre les ressources, oui, mais d'en faire une priorité et d'atteindre, nous aussi, l'itinérance zéro. Et comment on fait ça? C'est pas en les chassant. Comment on fait ça? C'est pas en les cachant. Comment on fait ça? C'est en prenant soin. On connaît des solutions qui marchent et j'en aurai plein à vous proposer qui fonctionnent réellement. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, parce que je pense que Bruno Marchand, je pense qu'on s'entend tous pour dire la priorité numéro 1, si on veut arriver à itinérance zéro, là, c'est le logement. Au Québec, ça fait 25 ans qu'on aurait dû construire du logement abordable. On a eu une crise inflationniste depuis 2 ans en logement qui rend les loyers de moins en moins accessibles aux gens qui sont démunis. C'est ça qui les met à la rue. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de gens dehors, même des familles, des mères monoparentales, bref, toutes sortes de gens qui, avant, arrivaient à se trouver un petit loyer. Puis, c'était pas forcément les meilleurs logements, mais au moins, il y avait un toit sur la tête. Aujourd'hui, un toit sur la tête, là, c'est un luxe. Alors, comment on y arrive à leur donner... Oui, allez-y. Vous avez tout à fait raison dans le portrait que vous dressez, mais on pourrait ajouter que même, on a toujours cru que l'offre et la demande s'équilibreraient. Donc, s'il y avait une demande des gens pour à plus faible revenu, pour un logement plus modique, le marché le construirait parce qu'il y aurait une demande, il y aurait quand même un profit à faire. Or, on n'est plus capable de construire à ces prix-là, de sorte qu'on n'est plus capable de construire des logements à 600, 700, 800, 1000 $ la porte parce que ça coûte trop cher en matériaux, en coût de construction. On n'arrive même pas à construire ce type de logement-là dans le marché. Alors, c'est un problème qui s'ajoute à ce que vous avez illustré éloquemment. Donc, qu'est-ce qui marche? Je vais vous donner un exemple. Il existe au Québec, il existe dans les Laurentides, il existe à Montréal, il existe à Québec, il existe à un paquet d'endroits, des initiatives qui sont pas assez amplifiées mais qui fonctionnent. Je vous en donne un exemple à Québec. 8 groupes communautaires se sont mis ensemble, ont formé Porte-Clés. Porte-Clés, ça fait quoi? Ça vise à trouver un logement pour des personnes à la rue qui souhaitent sortir de la rue. Et il y en a beaucoup. En passant, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Ah, les itinérants veulent pas sortir de la rue. » Attendez, là, à Québec, on en a 1000. Au Québec, on en a 10 000. Si on commence juste à travailler avec ceux qui veulent sortir, là, on en a plein nos bottes pour les prochaines années. Ça va déjà être extraordinaire. Fait que commençons par travailler avec ceux qui veulent. Ça va avoir un effet. Alors, ils ont travaillé avec ceux qui veulent. Ils ont travaillé avec 300 personnes itinérantes. Et ils ont obtenu la stabilité résidentielle pour 80% d'entre elles, donc 240. Ça veut dire quoi? Oui, un logement, oui, un toit sur la tête, comme vous le dites, et ce qui est implicite à ce que vous dites, et vous avez raison, c'est aussi de l'accompagnement. On ne peut pas partir de la rue et demain matin se retrouver dans un logement et être fonctionnel. On a besoin de support, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à se réapproprier cette capacité d'être autonome. Et oui, ça marche, 80%. On en a sorti 240 de la rue par l'effet de nos groupes communautaires. Et là, je vous donne un exemple à Québec, mais c'est le cas à Montréal, c'est le cas des Laurentides, c'est le cas dans plusieurs régions du Québec, au Saguenay. On a des initiatives comme ça, portées par des gens extraordinaires qui fonctionnent. Il faut juste les amplifier. Il y en a combien à Québec d'itinérants visibles, on va dire, parce que tous ceux qui sont ici et là, un peu partout, qui bomment des sofas, qui vont chez un ami ou chez un proche, mais qui ont pas de toit, là, des sans domicile fixe, là, comme on dit en Europe. À Québec, vous en avez combien là qui sont visibles et qui dérangent, là, mettons, là, les gens qui les voient? Partons du large, on évalue selon les chiffres qu'on était à peu près à 900 000 personnes itinérantes. On en a là-dedans plusieurs centaines de visibles et des personnes dérangeantes. On est en nombre de dizaines, c'est beaucoup de monde, mais c'est pas l'entonnoir vers les personnes qui sont dérangeantes parce qu'elles sont intoxiquées, puis c'est pas toujours de l'itinérance, mais parce qu'elles sont intoxiquées, parce qu'elles ont des comportements inadéquats, voire même parfois des comportements criminels. C'est parfois des itinérants, toujours des itinérants. Ça se compte en plusieurs dizaines, mais c'est des gens qui dérangent pour beaucoup, beaucoup. Là. C'est la règle de Pareto, là, 80-20 est presque vraie. C'est 20% qui sont très dérangeants et qui, malheureusement,
affecte beaucoup la cohabitation dans les quartiers, là. Complètement. D'ailleurs, on vous l'a reproché, Bruno Marchand, d'avoir laissé aller un peu le quartier Saint-Roch, entre autres. Puis, il y avait des commerçants qui étaient pas contents. Il y a plein de gens. Les citoyens le disent chez nous, à Montréal. On a eu la Maison Benoît Labre qui a fait beaucoup parler parce que on a dit, ben c'est ça, on va avoir des itinérants qui vont venir se piquer à côté d'une école. C'est comme si on veut pas les voir, on sait pas où les mettre. C'est comme une espèce de patate chaude qu'on n'est pas capable de gérer. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça dit de nous, ce problème d'itinérance? Ça dit beaucoup, là, Bruno Marchand. Oui, moi je pense que ça parle. Je pense qu'on a perdu le contact momentanément avec le maire de Québec, mais on va y revenir, bien sûr. Et je pense que ce que Bruno Marchand vient de nous dire, c'est intéressant parce que effectivement, il y a moyen de sortir certaines personnes de la rue. Ce que nous disait le maire de Québec, c'est qu'il y a une majorité quand même de gens qui veulent sortir de la rue. Puis moi, je l'ai vu, je suis allée, je vais régulièrement leur parler aux itinérants. Je suis marraine d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la rue à Montréal, où on essaye de leur parler déjà. Vous savez, parler à un itinérant, c'est déjà beaucoup, là. Faites l'effort, vous allez voir. Ils mangent pas personne, là. Des fois, oui, c'est vrai, Bruno Marchand est de retour avec nous. C'est vrai que ça peut faire peur, Bruno Marchand. Quand je disais que certains commerçants s'étaient plaints à vous, que certains citoyens vous avaient reproché de pas assez agir, entre autres dans le quartier Saint-Roch, mais bon, c'est que même des villes de Québec aujourd'hui peuvent plus faire abstraction de cet enjeu-là. Non, on a augmenté de beaucoup notre budget, c'est le cas de beaucoup de villes au Québec. On augmente, c'est le cas de Granby, c'est le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le cas d'un paquet de villes au Québec, Montréal évidemment, c'est le cas d'un paquet de villes qui agissent. À agissent. Montréal, on n'a pas tant augmenté le budget, pas tant. Vous, ça Ben, représente combien quand même un peu. d'augmentation? Nous, chez nous, on a augmenté de 5 millions notre budget depuis qu'on est arrivé. Et ça, c'est juste l'argent direct. Ça compte pas la question de la sécurité publique, ça compte pas la question de la voirie, parce qu'on fait beaucoup plus de nettoyage, parce qu'on prend soin des rues encore plus, parce qu'on s'assure de nettoyer s'il y a des résidus qui restent, notamment pensons à des seringues, d'être très présent, très proactif, très rapide à le faire. L'augmentation du budget, elle est significative chez nous. Mais, il y a un mais, c'est qu'il reste quand même que la santé et les services sociaux, c'est de responsabilité du gouvernement du Québec. Alors, M. Carman travaille très fort. Moi, je crois beaucoup à M. Carman et je sens sa réelle volonté, son intérêt à aller de l'avant, à mettre en place des ressources. Mais c'est pour ça qu'on a interpellé le premier ministre. C'est pas un désaveu de M. Carman, du tout, du tout. C'est de dire, M. Carman seul ne peut pas y arriver. Mme Duranceau seule en logement ne peut pas y arriver non plus. Il faut, ça prend une volonté très claire. Elle a été huée, la ministre de l'Habitation, aux États généraux. Ouais. Qu'est-ce qui est ressorti de ces États généraux? Parce que je comprends pas. Je pense qu'on sait ce qu'on doit faire. Là. Oui, mais il est ressorti beaucoup de bonnes choses. Moi, j'étais pas ce vendredi après-midi dont vous parlez, là, des événements malheureux, mais j'étais là la veille et ce que je sentais, c'était des gens mobilisés. Ce que je sentais, c'était des gens qui, malgré tous les effets, parce que ce sont des gens qui travaillent avec des ressources limitées, il y avait cette volonté, cette ambition, je parlais d'ambition tantôt, cette ambition de dire oui, on peut, comme la Finlande, on peut, comme certaines villes dans le monde, réduire l'itinérance même à zéro. C'est possible. Il faut, comme Québec, qu'on croie à ce génie collectif, à cette ambition. Ça va prendre des années. Vous le savez, Mme Maréchal, vous connaissez la problématique. Et très bien. Ça va prendre des décennies peut-être. Mais engageons-nous, mettons les ressources. La Finlande a exprimé une volonté politique. Elle a exprimé aussi une capacité d'avoir des chiffres. On n'a pas de bilan annuel du nombre d'itinérants, donc on ne sait pas si ce qu'on fait est bien ou pas. On le présume, on a des chiffres sur certaines initiatives, mais il faut avoir des chiffres québécois à chaque année. Allons-nous dans la bonne direction? Faisons-nous les bonnes choses? Et ensuite, après, croire à notre génie collectif, à notre capacité de sortir les gens de la rue. C'est possible, ça se fait déjà, mais ça se fait pas en assez grande quantité. Croyons en nos capacités, notamment du monde communautaire. On a la capacité au Québec de faire une réelle différence et de vivre dans un monde sans itinérance. Mais pour ça, il faut avoir cette ambition collective. Ouais, je lisais que aux États généraux, le comité organisateur a consulté ChatGPT pour faire avancer sa déclaration finale. Ça m'a fait un peu sourire et ça m'a donné une magnifique idée parce que j'ai demandé à ChatGPT comment régler l'itinérance visible en 2 ans. Et exactement le plan qu'on vient d'aborder ensemble, Bruno Marchand, c'est-à-dire logement d'abord, un toit, puis ça presse. Ensuite, de l'accompagnement social, ça presse, parce qu'il y a plein d'enjeux sociaux qui sont reliés à cet enjeu économique que ça représente. Et c'est pas 5 millions pour une ville comme Québec, c'est pas... Ça, on s'entend que c'est des peanuts. Selon ChatGPT, là,
on est plus dans les 300 à 500 millions la première année pour le logement. La deuxième année, on est à du 700 millions. Et par extension, là, si on veut vraiment aller jusqu'à, par exemple, ChatGPT me suggérait la nomination d'un commissaire dédié à l'itinérance qui ferait justement le suivi des impacts, puis le suivi des actions, comme vous dites, qui dresserait un véritable portrait de l'itinérance aussi. C'est un magnifique plan. Lui, au total, j'ai dit le coût total là, pour enrayer l'itinérance, entre 3 et 4 milliards de dollars. C'est le prix d'un pont, c'est le prix d'un REM. Est-ce que c'est pas ça les vrais chiffres dans le fond? Puis tant qu'on n'aura pas décidé d'y mettre autant d'argent, on y arrivera pas? En tout cas, tant qu'on n'arrivera pas, est-ce que c'est les vrais chiffres? Il faudrait les évaluer, mais ils sont certainement importants, les chiffres, vous avez raison de le dire. Présentement, on est toujours 3 coups derrière. On fait plus qu'avant, on fait plus qu'il y a 3 ans, mais on est encore 3 coups derrière la problématique. Et ça, il y a un coût à ça. Fait que quand vous dites ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont les bons? Est-ce que ça devrait être un peu moins? Pour moi, aujourd'hui, c'est de dire, si on le fait pas, on a-tu les moyens de perdre notre monde? On a-tu les moyens de vivre dans des quartiers où c'est difficile à vivre, où la cohabitation est difficile, où il y a des gens qui souffrent? On a-tu les moyens de voir les effets sur nos soins de santé? Les coûts sont réels, les coûts sont déjà là. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas dans un seul budget. Ils sont dans le budget des villes, ils sont dans le budget du gouvernement du Québec, dans le budget du ministère de la Santé, de la Sécurité publique, des policiers, de la voirie. Alors, comme ils sont répartis, il n'y a personne qui voit la somme de ce qui est investi, il n'y a personne qui dit hey, « voyons non, ça n'a pas d'allure ». Si on le mettait en logement, en accompagnement, comme vous dites, si on le mettait là-dessus, cet argent-là nous coûterait moins cher et on aurait de l'impact humain sur des gens qui souffrent. Il n'y a personne qui voit la somme totale. Mais les sommes totales, là, elles coûtent énormément cher présentement à l'État, plus cher que ce que ça nous coûterait investir des sommes importantes pour régler le problème. Mais pourquoi vous avez juste mis 5 millions alors, à Québec? C'est une bonne question. Alors, on a mis, c'est pas juste 5 millions. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on a mis beaucoup plus que ça autour d'enjeux qui sont liés à l'apanage des villes, notamment le support qu'on fait aux communautaires, notamment le travail. On a fait un travail de concertation, puis le communautaire est très généreux en disant ça marche bien à Québec, la concertation, mais ça prend des ressources, ça prend de l'énergie. Le 5 millions, c'est vraiment en aide directe. Pourquoi on a juste mis 5? Parce que c'est le gouvernement du Québec qui est porteur de ce dossier-là. Les villes ne sont pas responsables de santé et services sociaux. Alors, le gouvernement du Québec doit nous aider à en mettre plus. Les villes en font déjà énormément plus qu'elles en faisaient avant. C'est pas juste 5 millions qu'on a mis. Mais à travers ce qu'on essaie de faire, il faut que le porteur du dossier continue d'en mettre lui aussi plus davantage parce que c'est lui qui est porteur de la santé et des services sociaux au Québec. Oui. Mais en attendant, c'est votre ville, c'est l'image de votre ville que les... On agit. Complètement. On agit. En tout cas, Bruno Marchand, je peux vous dire beaucoup de commentaires à l'effet qu'il faudrait plus de maires comme vous au Québec. Ah, c'est gentil. Ça part bien la semaine, ça? Avouez? Hein? ça part bien la semaine, oui. Merci beaucoup. Ben oui, Bruno Marchand, quand vous venez à Montréal, n'hésitez pas, vous êtes bienvenu dans notre studio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. On parlait avec Bruno Marchand, le maire de Québec, qui a décidé là, de porter le dossier de l'itinérance bien haut à Québec, d'interpeller le premier ministre François Legault. Puis il a raison, le maire Marchand. Ça prend une volonté politique qui vient du haut. Puis je vais vous dire, ça faudrait même aller jusqu'à Ottawa parce que au lieu de donner là, des espèces de pseudo-congés de TPS à des gens qui en ont pas besoin, là, des gens qui font plus de 100 000 $ par année, qui font plus de 80 000 $ par année, quand même que vous leur enlevez 5 % de TPS sur du vin, du champagne, des bouteilles de bière ou des dîners au restaurant. C'est pas eux là, qui ont besoin qu'on les aide. Ce sont les gens qui sont véritablement démunis. C'est les familles qui font 40 000 $ au moins puis qui ont 3 enfants. C'est des gens qui sont rendus dans la rue. C'est des gens, des travailleurs aujourd'hui qui travaillent au salaire minimum, qui sont obligés d'aller dans des banques alimentaires parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça aussi qu'il faut dire. Et malheureusement, on dirait qu'il y a des politiciens qui sont complètement... Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Mais ils sont pas dans la réalité. Là. C'est ça l'enjeu. On va en parler d'ailleurs avec le directeur adjoint à l'Anonyme, qui est un organisme communautaire. Justement, on vient d'en parler avec Bruno Marchand du communautaire, qui travaille beaucoup pour essayer de promouvoir des comportements sécuritaires auprès des gens, prévenir la transmission des ITSS, éviter que les gens sombrent plus profondément dans justement dans le désespoir et éventuellement se retrouve à la rue. Il s'appelle Julien Montreuil. Merci beaucoup d'être avec nous, Julien.
Bonjour, Mme Maréchal. Je sais que vous suivez très près de ce qui se passe au campement Notre-Dame. Toute la question de l'itinérance, parce que c'est lié. Hein. Vous, à l'anonyme, vous êtes en lien justement, vous les voyez, vous avez régulièrement des contacts, parce que votre équipe mobile est sur le terrain, bien ancrée. Donc, vous êtes capable de nous parler de la réalité de ce que vivent les sans-abri à Montréal. Mais je pense que à Montréal, comme dans tous les grands centres, un peu partout au Québec, c'est un peu la même chose. Hein. Décrivez-moi ce que c'est d'abord. Un itinérant, là, est-ce qu'il y a un portrait type? Parce que j'ai beaucoup de gens là, qui m'écrivent, qui me disent, ils ont juste à aller travailler. Moi, je me lève, là, puis je vais travailler. Quand je disais tout à l'heure, ça peut être vous, ça peut être moi. Il y a des gens qui disent, non, ça peut pas être nous autres. Nous autres, on se démène. Il y a beaucoup de préjugés, là, M. Montreuil. Premièrement, de ramener l'itinérance à des aspects uniquement individuels, quoique ces aspects-là existent, ça serait, je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects, notamment des aspects sociaux, c'est plus macro finalement. Donc, si on regarde aujourd'hui, il y en a des questions tantôt là, avec M. Marchand au niveau du coût des logements qui a explosé dans les dernières années, aussi le coût de la vie, on parle en général, là, donc s'alimenter, donc les besoins de base et tout ça qui ont explosé, ce qui fait en sorte que il y a une augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance parce que il y avait déjà des personnes qui étaient déjà prêts peut-être de se retrouver dans des situations très très précaires. Et là, ils se retrouvent dans ces situations-là, même s'ils peuvent avoir, même s'ils ont un travail, mais même si peu importe, parce que justement, même au salaire minimum, on n'arrive plus à subvenir là, à ses besoins la plupart du temps. Donc avec des banques alimentaires, différentes ressources d'aide et tout ça, mais à un moment donné, des logements, des 3,5 à Montréal, à 1500, à 2000 $, c'est plus accessible, ce n'est plus abordable pour les personnes, c'est clair. Et Julien, vous avez tellement raison. J'ai Antoine qui m'écrit. Il dit, malgré plusieurs diplômes, je gagne 40 000 par année. Je suis à une augmentation de loyer de me ramasser à la rue. La crise ne va que s'empirer. Il y a des gens aussi, il y a quelqu'un qui dit on n'a qu'à ouvrir les églises l'hiver, elles sont à 90% du temps vides. Ça serait pas faux, remarquez, quand on cherche des lieux, là, des sous-sols d'églises là, qui sont vides, là, ça peut dépanner, mais on parle ici encore de dépannage. Et c'est ça qui est terrible. Là. Il y a Michel qui dit, moi, ce qui me désole présentement, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui méprisent les itinérants. On devrait toujours avoir le sentiment que personne n'est à l'abri de la misère qui afflige ces gens. Et non, ce ne sont pas des parasites qu'on tente de cacher sous le tapis. Il faut vraiment les regarder comme des humains. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Il faut se souvenir de notre humanité là, à la base. On devrait tous vouloir faire en sorte que l'itinérance n'existe pas. Évidemment, bon, je dis ça, là, puis j'ai l'impression que c'est un vœu pieux, puis que mais c'est ça, dans le fond, qui devrait être notre objectif ultimement, Julien Montreuil. Souvent, ce qui nous dérange quand on voit des personnes en situation d'itinérance, c'est le reflet que ça nous amène. Ce sont des êtres humains comme nous. Et c'est ce reflet-là des difficultés que ces personnes peuvent vivre, de la désaffiliation, de la souffrance qu'elles semblent vivre à ce moment-là. C'est ce qui est difficile, puis c'est ce qui fait en sorte que je pense qui dérange les gens, puis qui amène à des réactions où on veut se distancier finalement parce qu'on voudrait pas que ça soit nous finalement. Pour moi, ça c'est clair. Tu sais. C'est comme un reflet de miroir. C'est un reflet de miroir, absolument. Mais on veut pas l'image que ça nous renvoie. Là. C'est ça. Surtout pas. Ouais. Julien Montreuil, les gens disent toutes sortes de choses sur les itinérants, c'est des drogués, c'est des gens qui veulent pas travailler. Vous, ce que vous en savez, donnez-moi quelques exemples de gens qui se sont ramassés à la rue là. L'itinérance est en constante. Sortir, ouais. Ouais, l'itinérance est en constante évolution finalement. C'est-à-dire que le nombre a augmenté, mais aussi le profil type, on peut le dire comme ça, là, c'est un profil qui est très, très varié. On a toutes sortes de personnes qui sont en situation d'itinérance. Ce que je remarquerais peut-être aujourd'hui, là, ce qui est plus... premièrement, on a de plus en plus de personnes qui sont plus, je dirais, organisées. C'est-à-dire, ça reflète le fait que il y a des personnes qui étaient dans des situations où, il n'y a pas si longtemps, avaient un logement, avaient un rythme de vie, je dirais, régulier, si je peux le dire comme ça, et qui, pour des raisons, étaient proches. Là, vous aviez la personne tantôt qui disait « je suis à une augmentation de loyer, peut-être de me retrouver à la rue ». Ces personnes-là, lorsqu'ils se retrouvent, exemple, dans des campements, c'est des personnes qui ont un niveau d'organisation quand même assez élevé. T'sais. Donc ça, c'est une chose qu'on voit, puis on se dit « mais des fois, le premier réflexe là, humain, c'est de se dire « mais qu'est-ce qu'elles font là, ces personnes-là? Comment ça qu'elles se retrouvent dans ces situations-là? » Donc, c'est assez questionnant.
L'autre élément aussi qui est important, c'est le vieillissement de la population en situation d'itinérance. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très inquiétant aussi, parce que ce sont des personnes qui sont encore plus démunies, je dirais, avec des enjeux de santé importants. Ouais. J'étais justement là ce matin au démantèlement là, qui se passe justement là, aux abords de la rue Notre-Dame. Et là, mon équipe me disait, il y a une personne, il faudrait déplacer sa tante, elle est pas là, mais là, elle est à l'hôpital, puis là, elle a des enjeux de mobilité et tout ça, fait qu'il faudrait peut-être l'aider à déplacer sa tante pour pas qu'elle perde tout quand elle va revenir de l'hôpital. C'est tragique comme situation, ça n'a pas de bon sens comme dans une ville comme Montréal, dans une province comme au Québec, de devoir gérer ce type de situation-là. Pour moi, je trouve ça vraiment très difficile, puis je suis très inquiet de ce qui se passe à Montréal actuellement. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait à Montréal? Oui, bon, en ce moment là, on évalue là, dans des chiffres très très conservateurs qu'il y a 1000 personnes qui dorment dehors à toutes les nuits à Montréal. Les refuges d'hébergement sont pleins. Et on vient de rajouter là entre 150 et 200 places là, pour l'hiver, mais on parle de places sur des chaises. Donc si on y va avec le calcul mathématique, ça fonctionne toujours pas. Il va y avoir des gens qui vont dormir cet hiver dehors. Et de plus en plus. Et donc, je suis très inquiet pour ces personnes-là. Je pense que premièrement, ce qu'il faut, on n'a pas le luxe en ce moment à Montréal de se priver de différentes solutions, peu importe ce qui est proposé, dans le sens où il faut s'assurer que ces personnes-là puissent avoir une opportunité d'être au chaud, particulièrement durant la période hivernale, mais en tout temps. Et vous l'avez dit tantôt, il y a c'est des plasters qu'on met en ce moment, c'est des solutions très, très court terme. On a parlé tantôt des différents paliers de gouvernement. Le gouvernement fédéral s'est désengagé du logement social depuis le début des années 90. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment ça a fait un effet boule de neige finalement. Les différentes provinces, mais au Québec, le provincial n'a pas été capable de ramasser tout ça. Je veux dire, c'est énormément d'argent qui était enlevé. Le municipal, encore moins. Et on se retrouve dans la situation actuelle. Vous savez, à Montréal, il y a des milliers de logements en HLM qui sont là, mais qui sont pas utilisables, qui sont pas disponibles parce qu'ils ont jamais été entretenus adéquatement et rénovés. Et ça, c'est un élément. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut différents types de logements. On l'a dit tantôt, il faut un toit sur la tête, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut différents types de logements. Oui, il faut des logements sociaux, des logements de type HLM. Oui, il faut des logements communautaires. Oui, il faut des maisons de chambre. Il faut toutes sortes de types de logements qui vont répondre aux différentes réalités que les personnes vivent. Et oui, avec un certain soutien, tout dépendant, avec un soutien qui est adapté au rythme des gens. Mais c'est clair qu'il faut ça. Et la plupart des gens à qui on parle, qui sont entre autres dans les campements et tout ça, s'il y avait la possibilité d'avoir une petite chambre abordable, qui sont capables de se payer, à tout le moins, ils y iraient, c'est clair. C'est sûr. Et ça, c'est très important en terminant, Julien Montreuil, ce que vous venez de dire, parce que il y a aussi ce mythe-là que les gens qui sont dehors, c'est parce qu'ils aiment ça être dehors. On peut-tu redire, Julien, qu'il y a personne qui aime ça être à moins 20 l'hiver sur le trottoir avec rien, sinon des sacs en plastique qui traînent, là? On peut-tu leur dire que les personnes qui aiment ça être là? Tout à fait. Moi, je me suis levé ce matin là assez tôt pour pouvoir justement être au Parc Morgan à Montréal là, pour le début du démantèlement à 6 heures. Puis là, moi, je sortais de chez moi, tu sais, j'avais mon manteau d'hiver, il faisait comme moins 4 degrés. Et puis j'avais pas chaud là, puis ça faisait 15-20 minutes que j'étais dehors. Je fais ouais, il fait pas chaud, mais j'avais juste en tête les personnes qui étaient en train de se faire démanteler, parce que c'est ça qui arrivait, justement, qui, elles, avaient passé non seulement cette nuit, mais plein d'autres nuits avant dans leur tente, puis je me disais, ouais, moi, j'ai vraiment pas à me plaindre, là, pas du tout. Non, donc, c'est un peu ça, puis c'est très triste de voir tout ça. Moi, je pense que M. Marchand, tantôt, parlait d'engagement politique. C'est une clé hyper importante. Il faut de l'engagement, mais il faut aussi du courage politique. Il faut construire des logements. Pour moi, et rénover ceux qui sont là aussi. On manque de courage, Julien. On passe par là. Clairement. On manque d'engagement, mais de courage politique. On prend des décisions pour mettre du financement à certains endroits au détriment de d'autres. Je pense que oui, il peut y avoir des enjeux de cohabitation, il peut y avoir toutes sortes d'éléments et tout ça, mais ça reste que les personnes en situation d'itinérance ont besoin d'aide. C'est elles qui sont les plus vulnérables, les plus à risque de se retrouver dans des situations qui peuvent mener jusqu'au décès. Là.
Complètement. Puis on l'a vu, hein, le taux de mortalité a triplé au cours des dernières années, là, des gens qui sont dans la rue. Merci beaucoup, Julien Montreuil. Julien Montreuil est directeur adjoint à l'Anonyme qui vise à promouvoir des comportements sécuritaires, prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang, les ITSS, une approche humaniste là, de proximité avec des équipes sur le terrain qui va directement régler les problèmes des gens là, qui sont, entre autres, dans la rue. On suit ce dossier-là pour vous. Je pense que c'est très, très, très important. Ça fait appel à l'humanité de chacun. Et je vous demanderai juste d'essayer la prochaine fois que vous voyez une itinérance, si vous êtes parmi ceux que ça dérange, là, essayez de voir cette personne-là autrement. Engagez le dialogue. Juste dites bonjour. Des fois, juste un regard au lieu de le détourner. On revient tout de suite après cette courte pause avec Fred Bastien. On va parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien sûr, de Donald Trump, du dîner avec notre ami Justin Trudeau. On parle de tout ça après cette pause.